souhaitons tout d'abord commencer dès le début, la base de ces manifestations. Pourquoi les Égyptiens ont décidé de descendre le 30 juin 2013? Bon, c'est un long processus, bien sûr. Il ne date pas du 30 juin lui-même, le jour, mais ça date bien sûr de bien avant cette grande manifestation qui a commencé le 30, même avant, 2 jours avant. Bon, c'est d'abord, bon, on a le mouvement Tamarud, la campagne Tamarud, de rébellion, qui, dès le 1er mai exactement, a lancé une campagne de pétition, de collecte de signatures pour déposer, enfin pour des élections présidentielles anticipées et pour la fin du régime, en fait, en quelque sorte, ça, c'est mais il voulait le faire d'une façon légale. Donc, les façons légales disponibles, c'est d'appeler à des élections présidentielles anticipées à partir des erreurs, de ce qu'il appelle enfin, l'échec, en fait, l'échec du régime en place et du président, puisque c'est le symbole le façade du régime, de leur échec dans la gestion du pays. Il y a plusieurs, bien sûr, on peut s'étaler sur les erreurs et les échecs qui ont été commises par le régime en place et par le président Morsi. Donc ça, c'était le début, à partir des échecs qui ont été constatés par une bonne partie de la population, de l'opinion publique, mais aussi de l'opposition et du mouvement Tamar. Ce sont des jeunes qui appartiennent au mouvement Kifaya, mais à d'autres groupes aussi, qui ont voulu prendre une action puisque le président a un mandat de 4 ans, il devait normalement rester jusqu'à la fin de son mandat de 4 ans. Or, avant la fin de son première année au pouvoir, ils ont constaté qu'il y a une accumulation des échecs, il fallait y mettre un terme et il fallait faire une pause en quelque sorte et retirer la confiance ou le vote qui a été donné en faveur du président Morsi et du groupe des frères musulmans. Donc ça a commencé comme ça, par une campagne de pétition que tout le monde, y compris d'ailleurs l'opposition, ont vu que ce sera une campagne plutôt, c'est quelque chose qui ne marchera pas, parce qu'il n'a pas de base légale. Déjà, ça n'existe pas ni dans la Constitution, ni dans aucune des lois qui sont liées ou relatives à l'exercice des droits politiques, qui mentionnent éventuellement une campagne de pétition, de signature populaire pour déposer un président, pour demander la tenue des élections présidentielles anticipées. Mais ces jeunes y ont cru, y ont continué et commencé à réunir les signatures. Et une semaine après, ils ont réuni presque 3 millions de signatures. Donc, une bonne partie de l'opinion publique et l'opposition ont vu que ça marche. C'est une méthode, c'est un procédé qui apparemment va pouvoir éventuellement marcher. Donc, ils sont rejoints. Donc l'opposition traditionnelle, essentiellement sous la bannière du Front du Salut National, et une bonne partie de la population ont été enthousiasmés par cette campagne. Ils sont réunis. Donc au fur et à mesure, ça faisait presque boule de neige et beaucoup de monde ont rejoint. Et le pouvoir lui-même a commencé à s'inquiéter, puisque il commence on passe de 3 millions à 7 millions, etc., en 2 semaines. Ils commençaient à s'inquiéter, mais bien sûr, ils ont commencé à dénigrer, à critiquer cette opposition, essentiellement en s'en tenant à la légalité ou la légitimité du président et la non-existence d'une base juridique réelle à cette campagne. Bon, mais ça n'a pas produit grand effet sur la poursuite de cette campagne et sur la réussite apparente de cette campagne et le fait que l'opposition la rejoint massivement. Voilà, c'était donc les débuts de ce qu'on a vu, et finalement le 30. Hein. Comme observateur, je m'attendais à une mobilisation massive, que des manifestants ou des protestataires descendent dans la rue massivement. Mais c'était relatif, c'est-à-dire, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde dans les rues, mais je le dis même dans un article, entre quelques centaines de milliers, qui n'est peut-être pas suffisant pour changer la balance et l'équilibre de puissance sur le terrain, et des millions. Et ça, à ce moment-là, s'il va y avoir des millions de personnes qui descendent protester dans la rue, l'équation va complètement changer. Les choses vont complètement changer. L'équilibre des puissances va entièrement être modifié en faveur de ceux qui protestent et ceux qui veulent le départ du président. Donc c'était une question, bien sûr, on ne savait pas exactement. Mais
au fur et à mesure, avec la poursuite de la campagne du Tamarud, avec la réunion de signatures, apparemment, on voyait qu'il va y avoir une mobilisation massive. Mais l'ampleur réelle était encore en conditionnel. On ne savait pas exactement le nombre exact, quelques centaines de milliers ou quelques millions. Ça changeait complètement. C'était une grande différence entre les deux, puisque les islamistes, eux aussi, ont mobilisé quelques centaines éventuellement de milliers, je sais pas, 100 000, 150 000, n'importe où, 200 000. Les estimations varient entre 100 et 300 000, bien sûr. Donc, on ne savait pas. Mais en tant qu'observateur, en suivant un peu le déroulement, la tournure que prendraient les événements, on voyait qu'il va y avoir une mobilisation massive. Quelle ampleur exacte, ça c'était encore, on ne le savait pas, la réponse était le 30 ou même avant le 30, à partir du 28 en fait. Mais ça, je vois ça comme, bon, personne ne peut savoir bien sûr la date. Pourquoi les gens descendent le 30 et pas le 25 janvier ou pas en mars, quand ils ont également, il y a pas mal de gens qui sont descendus manifester devant le quartier général des frères musulmans à Mokattam. Donc il y avait plusieurs, et même à partir du 22 novembre, quand il y a eu la déclaration présidentielle qui a donné au président des pouvoirs illimités, voilà, il y a eu plusieurs manifestations. On peut les interpréter, les expliquer comme étant presque une préparation. En fait, c'était une succession d'erreurs, et il fallait peut-être 10, 15, 20 erreurs avant que les gens commencent à descendre massivement et commencent à perdre espoir que le régime vraiment peut modifier sa politique dans une autre direction. مر عام منذ وقفت بينكم في ميدان التحرير أؤدي قسم اليمين لتحمل هذه المسؤولية العظيمة في مرحلة حرجة يحدون الأمل في بناء مصر الجديدة. Un mauvais discours qui sort justement à la veille des manifestations, qui disent voilà, aux gens, voilà, finalement, moi je n'ai pas écouté, enfin, je n'écoute pas, je n'ai rien compris, je ferme les yeux face à ce qui semble être une volonté populaire et une descente dans les rues massives. Non, moi je ferme complètement mes oreilles et mes yeux sur ce qui se passe. Je vous dis que j'ai fait un bilan très positif de ma première année. D'ailleurs, le bilan, il l'a présenté un peu avant le 30, c'est-à-dire un peu à l'avance. C'était justement adressé aux manifestations, en fait. C'était clair. C'était adressé à ceux qui veulent descendre pour les convaincre. Dans sa tête, l'idée, c'est que j'essaie de convaincre les gens qu'en fait, mon bilan était positif. Et en même temps, je rejette complètement ces critiques qui sont infondées et qui n'ont pas raison d'être, en quelque sorte. Voilà, ça c'était Or, c'est une mauvaise lecture, en fait, de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe parmi l'opinion publique égyptienne. Il continue toujours à nier en fait les erreurs. Il a dit, bien sûr, il a reconnu avoir fait quelques erreurs, mais ce sont des erreurs normales et je ne le change pas vraiment. Il a dit, il a bien sûr annoncé un certain nombre de promesses en faisant intégrer un peu les jeunes, éventuellement modifier la Constitution, mais bien en deçà, bien inférieur aux revendications populaires. Il n'a pas compris, en fait, il a fait une mauvaise lecture, on peut dire, de la situation. Du coup, ça a alimenté, au contraire, donc les protestataires, la bonne partie de l'opinion publique ont vu que finalement, il continue sur son chemin, il ne veut pas changer en fait, et il ne comprend pas ce qui se passe en fait sur le terrain, dans la rue. Le bilan qu'on peut faire bon, je dirais qu'il y a plus d'erreurs que de progrès positifs, si on peut. Et il a fait un bon début quand il a écarté les militaires. Bon, tout le monde voulait un régime civil, etc. Et que les militaires n'interviennent pas en politique. On voulait un régime démocratique, etc. Juste ce qu'il a fait quand il a écarté au mois d'août 2012 les militaires. Bon, ça a été vu comme un pas dans la bonne direction. Mais finalement, c'est à partir du 21 novembre, quand il a annoncé le soir la déclaration présidentielle qui confère au président des pouvoirs absolus, des pouvoirs au-dessus de
tout contrôle judiciaire. C'est ceux qui prennent comme décision n'est jamais sujet ou tributaire à aucun contrôle du pouvoir judiciaire. Il se place au-dessus de tous les pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, ce qui est inadmissible. C'est contraire à la démocratie, justement ce qu'on vient de dire, on veut un régime démocratique. Et puis, bien sûr, il a bien sûr immunisé l'Assemblée constituante qui devait, dans quelques semaines ou dans quelques jours, finir la rédaction d'une nouvelle constitution. Il a également immunisé le Conseil constitutionnel qui était éventuellement risqué d'être dissous également par la Haute Cour constitutionnelle. Donc il a pris des mesures complètement anticonstitutionnelles, antidémocratiques. Et ça, c'était vraiment la grosse erreur stratégique, d'où découle tout le reste. Donc cet ensemble d'erreurs, et puis on peut dire après également, il a renié plusieurs de ses promesses. Les promesses sur lesquelles il a été élu au deuxième tour. Il faut se revenir un peu en arrière pour se souvenir qu'au deuxième tour, il a donné un certain nombre de promesses aux forces civiles, aux forces libérales, pour qu'ils le soutiennent au deuxième tour des présidentielles. Parmi eux, parmi ces promesses, il y avait une constitution consensuelle, un processus démocratique inclusif, c'est-à-dire qui inclut tout le monde, pas seulement les frères musulmans, ou pas seulement ceux qui appartiennent au courant islamiste. Tout ça, ça a été renié. On a vu avec la Constitution qu'il a en fait complètement écarté. Même les islamistes qui se sont alliés avec lui, je parle de deuxième force politique dans le pays, le Parti salafiste d'Al-Nour, il a été écarté au fur et à mesure, à partir de décembre également, janvier, février, mars, ils ont été écartés complètement du régime. Donc ils sont retournés contre lui d'ailleurs, hein. Les salafistes d'Al-Nour, à l'exception d'autres groupes salafistes, ils se sont retournés contre lui. Donc il s'est aliéné une bonne partie de la classe politique et bien sûr avec eux, bien sûr, une bonne partie de la population. Il faut également rajouter à ce bilan assez négatif, assez catastrophique je dirais, la gestion quotidienne des affaires du pays. Je parle des conditions de vie, le plan économique, j'ai parlé des plans politiques, hein. Sur le plan économique, on a vu une gestion également catastrophique, une flambée de prix, surtout des denrées alimentaires, hausse du chômage, pénurie d'électricité, coupure d'électricité, pénurie dans l'essence et le gasoil, etc. Donc, avait une succession également, mauvaise gestion, par exemple, de la gestion des ordures dans les rues, enfin, de la circulation. Il y avait tout un ensemble de mauvaises, qui finalement se résume par une mauvaise gestion de la vie quotidienne des Égyptiens. Et ça